je pense que d'avoir pris quelques vacances, ça a été fort utile, parce que là, il va falloir s'accrocher. Puisque, bon, le système de Hegel, il est évidemment très connu par ce qui en fait le cœur essentiel, qui est la notion de la dialectique. Mais à part cela, c'est vrai que c'est une pensée quand même assez aride, abstraite. Donc, bon, j'ai préparé un exposé qui, j'espère, vous fera rentrer sans trop de souffrance dans la pensée hegelienne. Et si vous survivez à Hegel, vous pourrez survivre à tout. Sauf peut-être à Heidegger encore. C'est vrai que les philosophes allemands, bon, très profond, mais très métaphysique, donc voilà, il faut les concepts qui vont avec. Bon, courage. Alors, quand la Révolution française éclate, le philosophe Kant, vous savez, à 65 ans, vous savez que le jour où il a appris la nouvelle de la Révolution française, c'est un des 2 jours de sa vie où Kant a changé un peu ses habitudes et ses horaires. C'est dire s'il était très en phase avec les idées et l'idéal révolutionnaire français. Et Hegel, à cette date-là, donc, il a simplement 19 ans. Donc, simplement pour signaler un peu l'écart d'âge entre Kant et Hegel. Et les jeunes philosophes allemands avec lesquels Hegel s'enthousiasme vraiment très profondément pour ce qui se passe en France, pour cet idéal révolutionnaire, idéal des Lumières. Je rappelle que Kant est le premier à avoir défini cet idéal des Lumières, cette notion d'Aufklärung, l'esprit des Lumières, même si on croit parfois qu'il est français d'origine, bien non. C'est Kant qui, le premier, a expliqué qu'est-ce que c'était que cet esprit des Lumières. On a donné la définition très belle dans un texte où il explique que l'esprit des Lumières, c'est pouvoir sortir de l'état de tutelle ou l'état de minorité, ça dépend des traductions, mais j'aime bien l'état de tutelle, et de pouvoir exercer par soi-même son entendement. Et à l'époque, Kant et bien d'autres, dont Hegel aussi fait partie, avaient une immense confiance dans le fait que l'humanité pourrait sortir de l'obscurantisme, de l'obscurité, des ténèbres, et pouvoir participer d'une humanité éclairée. Et comme dit Kant, à mon époque, nous ne sommes pas encore dans une époque éclairée, c'est l'époque des Lumières, mais il est tout à fait probable que les peuples vont se libérer de la tutelle, de penser par autrui, et pourront penser par eux-mêmes et former une humanité éclairée. Je crois qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte que peut-être il y avait un enthousiasme et peut-être un peu d'inconscience ou de naïveté, je ne sais pas. Mais le travail, il y a eu des pannes de courant. Le travail est encore à faire. Ce qui permettra de ne pas nous ennuyer dans les siècles à venir. Donc, ces philosophes allemands se passionnent pour les idéaux de la Révolution française. Ils se passionnent aussi pour la philosophie de Kant, puisque la philosophie de Kant, évidemment, est extrêmement répandue, connue, célébrée. Mais ils souhaitent quand même ne pas s'arrêter à Kant, ils souhaitent prolonger
la réflexion de Kant et dépasser. Hein, il y a toujours cette ambition d'aller plus loin, de dépasser la vision de Kant. Et donc Hegel va faire partie de ceux qui, tout en prétendant continuer l'œuvre de Kant, vont quand même s'en séparer de manière assez radicale et vont abandonner l'essentiel de cette philosophie kantienne. Alors Hegel, il est célèbre pour avoir construit un système assez monumental, assez grandiose. On l'appelle parfois le troisième grand système de la philosophie occidentale. Donc cette expression de système est vraiment associée à la pensée de Hegel. Et les deux premiers grands systèmes de la philosophie occidentale étant celui d'Aristote, donc Antiquité, et le deuxième celui de saint Thomas d'Aquin, avec notamment sa somme théologique. Pourquoi système ? Eh bien parce que c'est une volonté d'apporter un savoir global, total, qui englobe absolument toutes les disciplines humaines, qui en donne une explication, qui en explique les fondements même, et une pensée, un système qu'on va appeler pour Hegel totalisant, c'est-à-dire où rien n'échappe. Aucune discipline, aucun élément peut échapper à cette vision donc de système. Donc il est l'auteur qui va assigner à la pensée un but extrêmement élevé, puisqu'il souhaite atteindre l'esprit absolu. L'esprit absolu qui est censé être le point culminant surplombant tous les savoirs qui l'ont précédé. C'est pour ça qu'il y a aussi cette idée de parachèvement, quelque part, de la connaissance. Donc ils vont s'appuyer sur Descartes, bien sûr, sur Kant, sur Leibniz, sur tous ces grands philosophes, mais ils veulent aussi aller plus loin, parachever cette vision pour vraiment extrêmement ambitieux et en même temps expliquer qu'après cela on aura tout compris, tout connu, tout découvert. Ambitieux, alors après voilà différents qualificatifs. L'esprit absolu qu'il se propose d'atteindre va englober la pensée de la nature, puisqu'il va y avoir cette notion de philosophie de la nature aussi, mais aussi l'histoire du monde, l'histoire des idées. C'est une sorte de système permettant de comprendre l'histoire universelle, l'histoire de toute l'humanité et l'histoire des idées. Donc, à propos de Hegel, on parle de savoir absolu, de fin de l'histoire aussi, puisqu'il y a évidemment un avant et un après Hegel. Les philosophes ne pourront plus raisonner de la même façon avant et après. Il est vraiment un penseur, un philosophe charnière dans l'histoire des idées. Il pousse l'idée de système à son paroxysme et bien sûr son œuvre va susciter beaucoup de controverses. Il sera adulé par un grand nombre de ses successeurs. Il sera aussi très critiqué, et notamment en France, où son influence sera vraiment très importante. Alors, ces livres, que dire de ces livres ? Ils sont d'une aridité totalement déroutante, d'une très grande abstraction, et Hegel en avait d'ailleurs parfaitement conscience. Alors, il y a une petite histoire, une petite légende, qui raconte qu'au soir de sa mort, il aurait fait venir un de ses fidèles pour lui exprimer ses dernières volontés. Et il lui dit « Je veux que vous fassiez traduire mes œuvres. » « Très bien, maître, répond le fidèle, mais en quelle langue ? En allemand. Mais vos livres sont déjà en allemand. Bon, petite blague,
pour situer, disons, la difficulté de ses œuvres, y compris dans la langue originelle. On lui attribue aussi cette citation « Il n'y a qu'une personne qui m'a vraiment compris, et encore, elle m'a mal compris. » Ça me rappelle ce qu'on disait aussi de Lao Tzu. Il disait, moi, ma philosophie est très simple à mettre en pratique, et simplement, bon, il n'y a personne qui l'a compris, et a fortiori, personne qui l'a mise en pratique. Bon, donc, voilà, un personnage très conscient de l'aridité, de la difficulté, mais qui, quand même, va mener son œuvre jusqu'au bout. Alors, il est né à Stuttgart en 1770, il est fils d'un fonctionnaire des finances, et ses professeurs développent en lui les idées de la philosophie allemande, des Lumières, qui est toute pénétrée de l'idéalisme transcendantal de Kant, puisque Kant est la grande référence. Mais il lit aussi Rousseau, là qui va lui donner une autre vision, notamment de la philosophie politique. À 18 ans, il entre au séminaire protestant de Tübingen. Il sera toujours très marqué par la religion protestante. Et c'est à Tübingen qu'il est le compagnon de deux autres grands philosophes et poètes, qui sont Schelling et Hölderlin. Donc ils partagent une chambre d'étudiants avec Schelling et Hölderlin, et c'est avec eux qu'il va s'éprendre des idées de la Révolution française. Sa famille aurait bien voulu qu'il devienne pasteur, mais c'est pas sa vocation. Et donc, en 1793, au terme de ses études, il va prendre un poste à Berne, puis à Francfort, où il composera ses premiers écrits. Alors, en 1806, il publie la phénoménologie de l'esprit. La phénoménologie de l'esprit. Donc, il contient peu le programme de sa recherche, c'est-à-dire cet esprit absolu, originel. Comment va-t-il s'exprimer dans le monde? La phénoménologie, les phénomènes, ce qui apparaît dans le monde concret, mais relié à cet esprit, cette origine absolue. En 1809, il est à Nuremberg, où il rédige un de ses ouvrages essentiels, aussi, La science de la logique. Science de la logique. Et en 1816, il obtient une chaire à l'université de Heidelberg. Ce n'est qu'une étape dans sa carrière, puisque l'année suivante, en 1817, il aura une chaire de philosophie à l'université de Berlin, qui est donc une université extrêmement prestigieuse. Disons que de son parcours, on peut dire que c'est vraiment un parcours sans faute, avec ses études et ensuite une vie d'enseignement, et d'écriture. Kant avait ouvert le chemin, puisque Kant est en fait le premier philosophe professeur de philosophie, enseignant en philosophie. Avant, c'était beaucoup plus... c'était différent, puisque c'était soit des scientifiques qui faisaient de la philosophie, soit des théologiens, et dans l'Antiquité, évidemment, c'était un peu différent. Kant est le premier prof de philo, on peut dire, et Hegel va donc suivre cette voie. Il est reconnu de son vivant comme l'un des plus brillants esprits de son temps. Un peu comme Kant, d'ailleurs. L'un des plus brillants esprits de son temps. Il est surnommé l'Aristote des temps modernes. C'est un compliment, dans la bouche de ceux qui disent l'Aristote des temps modernes, c'est-à-dire l'idée d'un savoir encyclopédique qui couvre absolument toutes les disciplines. Donc,
l'esprit aussi de système, qui va reprendre d'Aristote. C'est notamment Alain, le philosophe Alain, qui lui donne ce surnom qui sera repris par la suite. Rien ne lui échappe, il construit pas à pas un système complet qui embrasse le droit, l'esthétique, l'histoire, la religion, l'art, la philosophie, la morale, enfin la métaphysique bien entendu, et il mourra relativement jeune en 1831. Donc le système de Hegel se veut total, englobant tout, et pour lui, une pensée qui n'englobe pas tout ne saurait être vraie. C'est-à-dire que pourquoi cette ambition de totalité, d'englober vraiment tout, c'est relié à un critère de véracité. Seule une pensée globale, totale, peut être vraie. Et là, par cet aspect-là, il va déjà s'éloigner de Kant, pour qui la notion de limite du savoir était au contraire une des conditions du vrai, puisque pour Kant il y avait des choses que l'on pouvait connaître, notamment le monde des phénomènes, mais par exemple le monde des noumènes, c'est-à-dire des principes ou des idées plus abstraites, nous est inaccessible. Ça c'est chez Kant. Hegel ne va pas être de cet avis, et pour lui, au contraire, il n'y a pas de choses qui soient inaccessibles. On peut comprendre l'esprit absolu, et la raison peut absolument tout englober. Ce qu'il explique dans son œuvre majeure qui s'appelle l'Encyclopédie des sciences philosophiques, il écrit « Ce que je me suis proposé et ce que je me propose comme but de mes travaux philosophiques, c'est la connaissance scientifique de la vérité. » Ce que je me suis proposé, ce que je me propose comme but de mes travaux philosophiques, c'est la connaissance scientifique de la vérité. Et donc, pour lui, seule une pensée totalisante, englobante, peut viser la vérité. Alors, comment est-il possible de saisir la totalité ? Il en donne un petit peu la formule. Tout ce qui est réel est rationnel, et tout ce qui est rationnel est réel. Ça, c'est une formule assez connue de Hegel. Tout ce qui est réel est rationnel, et tout ce qui est rationnel est réel. En d'autres termes, le réel est rationnel, enfin, égal rationnel. C'est-à-dire, le réel peut être appréhendé complètement, totalement, par la raison humaine. Il n'y a pas aucun élément qui puisse nous échapper ou être inaccessible. Et c'est là où il va y avoir vraiment une divergence avec la philosophie de Kant, j'insiste, pour lequel les noumènes étaient, ou ces éléments a priori, étaient quand même relativement inaccessibles. Alors, il va bien être conscient qu'il ne va pas pouvoir directement prouver cette affirmation. Tout ce qui est rationnel est réel, tout ce qui est réel est rationnel. Donc, il va chercher plutôt à l'illustrer. Pas à le prouver, mais à l'illustrer. Et c'est pour cela que dans ses œuvres, il y a recours à d'innombrables exemples, d'innombrables données concrètes, empruntées à l'histoire, empruntées à la science, empruntées à différentes disciplines, à la religion, à l'art, pour illustrer son propos, même si il se rend bien compte que ce sont des illustrations, pas forcément des preuves. Donc il va puiser dans l'histoire, puisque, comme on le verra, l'histoire est pour lui un des moteurs essentiels de la philosophie et du réel. Il va puiser dans l'histoire une foule de faits, d'événements, d'exemples qu'il va mettre en perspective pour en faire les matériaux de son système.
Alors, on va partir de là. Il n'est pas gêné par sa religion. Il intègre la religion dans le rationnel. Oui, elle va être intégrée dans le rationnel. Oui, puisqu'il intègre tout, donc on le verra, ça sera la dernière phase justement de cette phénoménologie de l'esprit, où on va avoir l'art, la religion et la philosophie. La philosophie étant la dernière étape, l'ultime étape, ou une sorte d'apothéose, la dernière synthèse qu'il va proposer, mais la religion va être englobée. Et notamment le christianisme, qui pour lui, j'y reviendrai tout à l'heure, représente un peu la synthèse de l'expérience religieuse de l'humanité. Bon. Donc, tout ce qui est réel est rationnel, tout ce qui est rationnel est réel. Il faut tout de suite ajouter autre chose qui va être au cœur même de la pensée de Hegel, qui est pas simplement au cœur de sa pensée, mais pour lui au cœur même de la raison, c'est la notion de contradiction. La contradiction va occuper une position vraiment centrale dans son système. Alors, il n'est pas tout à fait le premier, puisque déjà, vous vous rappelez, un philosophe présocratique avait déjà parlé plus ou moins de combats, des contraires, des opposés, des contradictions, et c'était évidemment... Ah non, c'était le... alors Parménide, vous chauffez un peu, mais c'est exactement l'inverse. Héraclite, dans la fameuse controverse entre Parménide qui dit l'être est, le non-être n'est pas, qui est vraiment la philosophie de l'être, et Héraclite qui dit tout est en perpétuel changement, mouvement, donc avec ces fameux combats entre les opposés. C'est pour ça qu'on parle déjà d'une notion de dialectique chez Héraclite, puisqu'il y a ce perpétuel mouvement dynamique entre des opposés qui vont donner un troisième élément. Donc, Hegel, quelque part, va reprendre ce très très vieil élément de la philosophie présocratique et il va expliquer le processus, et là il va évidemment expliquer les choses différemment d'Héraclite. De toute façon, d'Héraclite, vous savez qu'on a très très peu de choses, d'éléments concrets de sa pensée, quelques fragments. Et donc lui, Hegel va s'intéresser à expliquer le processus, donc au cœur du réel, au cœur de la raison, entre ce qu'on va appeler très vite, ce que lui-même appelle la thèse, antithèse, synthèse, qui évidemment a une très grande postérité, y compris pour les dissertations de philo du bac. Mais bon, là, on va essayer de comprendre un peu profondément qu'est-ce que ça signifie. Le processus, pour Hegel, en fait, ce processus est indissociable de l'histoire, puisque ce processus des contraires, de contradictions, va s'exprimer dans l'histoire. Donc, on peut dire que au centre de la pensée de Hegel, il y a un schéma de pensée qui est issu d'un sens aiguisé de l'histoire. Il va avoir donc une explication, une philosophie de l'histoire tout à fait particulière pour nous faire comprendre le sens de l'histoire. Et que l'histoire n'est pas une accumulation de faits comme ça au hasard, mais qu'il y a tout un enchaînement, il y a une logique à l'histoire. Donc, on peut dire que si la réflexion de Platon ou d'un Descartes s'inspire essentiellement d'un modèle de nature mathématique, Platon influencé par Pythagore, Descartes qui veut refonder
la philosophie à partir d'un modèle rigoureux mathématique. Pour Kant, plus tard, c'était plutôt la physique, puisqu'il veut refonder la science et la philosophie, la connaissance, hein, à partir de la physique. On peut dire que Hegel va, lui, s'inspirer beaucoup de l'histoire. Il sera un grand amoureux de l'histoire. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir déjà le schéma que suit la pensée de Hegel sous sa forme abstraite, sa forme la plus abstraite, et ensuite nous verrons comment se déroule sa démarche plus concrète et avec les illustrations et les applications qu'il va faire du processus abstrait. Alors, pour s'imaginer la structure de cette pensée, on peut imaginer trois grands cercles. Trois grands cercles. Dans chacun de ces cercles, trois cercles plus petits. Puis, dans chacun de ces cercles plus petits, encore trois cercles plus petits, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. C'est un schéma qui signifie d'abord que la réflexion de Hegel se déroule en forme de cercle. Et on verra donc cette dynamique ternaire. 1, 2, 3, comme une valse à 3 temps. Et en même temps, c'est un système un peu comme de poupée gigogne, vous voulez, où les choses, les réflexions s'imbriquent les unes dans les autres et découlent les unes des autres. Donc ce fameux rythme ternaire constitue ce qu'on appelle la triade de Hegel, donc thèse, antithèse, synthèse. Tout ça pour dire que la logique de Hegel n'est pas une logique statique, n'est pas une logique formelle, comme pouvait par exemple être le système d'Aristote, le système de logique aristotélicienne, mais une logique dynamique, on va appeler une logique dialectique. Donc, cette logique, ou ce système ternaire, désigne la marche interne de la pensée. C'est-à-dire, il explique que le réel fonctionne comme ça, mais notre pensée fonctionne comme cela, par contradiction surmontée. Je pense que cette expression est assez claire pour expliquer cette dialectique hegelienne. C'est marche interne de la pensée par contradiction surmontée, selon un rythme ternaire où la thèse et l'antithèse se dépassent et en même temps se conservent dans la synthèse. C'est là l'élément le plus subtil de sa vision, qui est traduit par un terme allemand, Mireille, tu pourras nous confirmer, j'espère, le verbe aufheben. Oui, dépassement. Voilà, c'est-à-dire l'abolition, le dépassement, mais où en même temps les éléments de départ se conservent, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que la thèse est comme une affirmation, l'antithèse est comme la négation, et affirmation, négation va donner un troisième terme, qui est donc le terme de la synthèse, où on va trouver des éléments de l'affirmation, de la négation, mais dépassés, sublimés, si vous voulez, dans un troisième terme, qui les dépasse tout en les conservant. Donc c'est cela. C'est pour ça que souvent on a une vision un tout petit peu caricaturale de la thèse, de l'antithèse, de la synthèse. En fait, c'est un processus vivant, un processus tout à fait dynamique, où il y a abolition, dépassement et surgissement d'un troisième terme. Ce qui va mettre aussi en évidence le côté positif et créatif de la négation. Que c'est le moteur de l'évolution. Alors, je vais vous prendre c'est un exemple, mais qui est
le point de départ du processus dialectique qui est tiré de la logique de Hegel, puisque le point de départ de sa logique dialectique va se situer dans le concept de l'être. C'est pour ça que, en fait, là, on revient vraiment à la réflexion des présocratiques. C'est dire aussi si ces présocratiques étaient visionnaires, et vraiment très affûtés. Donc, le concept de l'être. L'être. Hegel explique que si le concept de l'être doit pouvoir s'appliquer à tout ce qui est, donc aussi bien à une pomme qu'à un jugement, qu'à un principe, enfin, tout ce qui est, il faut qu'il soit dépourvu de toute qualité particulière. C'est-à-dire, il faut lui ôter tout ce qui fait sa particularité ou sa singularité, si on veut qu'il puisse englober tout. Aussi bien un objet qu'une idée, que cette idée d'être. Donc pour être universel, le concept d'être ne peut comporter aucune qualité. Parce que dès qu'on va lui appliquer une qualité, il perdra cette qualité, enfin cette qualité d'universalité, donc il ne sera plus l'être, englobant tout. Mais alors, dit-il, l'être pur, absolu, sans qualité, ne se distingue en rien du non-être. S'il n'y a plus rien, s'il n'y a plus de qualité particulière, spécifique, cet être absolu, sans qualité, c'est le non-être. Donc en pure logique, l'être pur est le contraire du non-être, mais il est aussi exactement la même chose. Nous avons donc là deux mots, dont l'un représente la thèse, et peut-être de manière plus juste que thèse, on va dire affirmation, c'est l'être, et l'autre, qui en est la négation, ou l'antithèse, qui est le non-être. Alors, on a donc une contradiction, être, non-être. Vous voyez que Shakespeare aussi, il a bien compris le problème quand même essentiel de l'être humain. Voilà la question. Comment le résoudre ? Donc Hegel va expliquer, la première synthèse est le devenir, qui implique à la fois l'être et le non-être. C'est-à-dire, cette première triade, parce qu'il s'agit de la première triade de Hegel, être, non-être, qui va donc qui va s'abolir et se surmonter, se dépasser, dans le troisième concept, qui est celui du devenir. Ça, c'est le grand cercle. Oui, c'est le point de départ. Le devenir. Si l'être et le non-être, l'un ne peut pas devenir l'autre. Alors, oui, doucement. Pourquoi ? J'explique. Je m'en tiens vraiment à ce qu'il explique pour ne pas faire trop de fantaisie. Parce que devenir, c'est passer de l'un à l'autre. De l'être au non-être et du non-être à l'être. À l'intérieur du devenir, quelque chose change, quelque chose se passe, il y a un processus, il y a une histoire. Voilà. C'est-à-dire, il faut bien imaginer cette valse à trois temps comme un processus dynamique, en interaction. Il y a l'être, le non-être, qui sont antagonistes, mais qui sont aussi, finalement, comme il dit au départ, la même chose, mais pas complètement. Donc il y a une interaction, il y a un processus vivant qui fait que ça va se résoudre dans la notion du devenir.
du devenir. Et c'est une célèbre formule que reprendra Goethe, qui est grand poète, mais philosophe aussi, qui va dire « meurt et devient ». Donc, c'est vraiment, dit d'une autre manière, ce rythme ternaire de vie, mort, renaissance, où les deux premiers éléments renaissent sous une troisième forme, où ils sont encore participants, mais de manière dépassée. Donc la première triade de Hegel, c'est être, non-être, devenir. Et c'est une triade qui va se retrouver partout, qui est vraiment le noyau, la structure même, dans toute sa pensée. Elle constitue le schéma fondamental de sa pensée. De sa pensée, de la pensée, et pour lui, de la raison et du réel. C'est-à-dire, le réel fonctionne comme cela. C'est selon ce schéma que s'actualise le devenir réel. C'est-à-dire, comment les choses se transforment, deviennent ce qu'elles sont, eh bien, par ce processus d'antagonisme, affirmation, négation, devenir. Et certains même disent, ça serait à 4 temps, dans la mesure où il y a affirmation, négation de la négation, devenir ou synthèse. Bon. Moi, je préfère rester à 3 temps. Mais je crois qu'il y a un numéro du Philosophie Magazine qui était paru où il y avait un article sur Hegel qui disait, bon, finalement, on pourrait dire que c'est à 4 temps. Mais, bon, vous voyez l'idée, c'est que pour mettre l'accent sur la négation, affirmation, négation de la négation, mais Hegel, lui, il est resté à 3. Donc nous allons rester à 3. En mathématiques, 0 plus 0, ça fait 0. Si tout est vide, la somme est vide. Oui, mais est-ce que les zéros auxquels on arrive est le même que les zéros de départ? Je sais pas, C'est pas des zéros. On va demander on réfléchira avec le scientifique que nous avons dans la salle. Alors, donc c'est le schéma qui permet de comprendre comment s'actualise le devenir réel. La négation, donc, est active et créatrice, elle est le moteur du devenir. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Les deux premiers concepts, l'être et le non-être, sont appelés par Hegel des concepts abstraits. Vous allez voir. Abstrait, alors que le devenir, c'est-à-dire le troisième terme, est pour lui un concept concret. Et il emploie ces mots de manière très particulière. On va revenir à l'étymologie, puisque c'est en fonction de ça qu'il exprime ces concepts. Abstrait. Si être et non-être sont des concepts abstraits, c'est au sens étymologique du terme abstrait. Abstrait, qui signifie tirer hors de, séparer de, tirer, trait, tirer, hors de, tirer hors de. Ça veut dire que ces deux concepts abstraits sont exclusifs l'un de l'autre. Ils se maintiennent un peu chacun dans un certain isolement. Ils sont tirés de, isolés. En revanche, le devenir est le premier concept dans lequel être et non-être se fondent pour engendrer quelque chose de nouveau. Et il recherche l'origine étymologique de concret, qui vient de concrescere, concretum en latin, qui signifie croître ensemble. Croître ensemble, se lier dans une croissance commune. Donc, c'est ça l'image, c'est qu'on a deux concepts abstraits qui, à un moment donné, se relient, se lient,
pour croître ensemble, et c'est ça qui donne cette image du devenir. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est extrêmement dynamique, on ne peut pas figer, enfin, arrêter à un moment donné, parce que c'est vraiment une croissance, un petit peu comme ce que les anciens Grecs appelaient la physis, c'est-à-dire la nature, qui est tout le temps en train de croître, de se développer. C'est très... En fait, vous voyez, ça peut sembler, évidemment, assez abstrait parce que c'est métaphysique, mais ça met l'accent sur ce processus dynamique du devenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, quand on s'intéresse aux nouvelles sciences, aussi bien dans la biologie que dans l'anthropologie, où il y a cette notion de processus, eh bien, on peut revenir ou réactualiser des éléments hegeliens. C'est pas complètement obsolète, oui, tout au contraire. Donc, ceci pour comprendre l'efficacité créatrice de la négation chez Hegel. Je vais vous lire un tout petit texte, bon, pour aussi donner un peu une illustration plus concrète du processus. C'est tiré de la phénoménologie de l'esprit. C'est par rapport au processus de la floraison. Le bouton disparaît dans l'éclatement de la floraison. Et on pourrait dire que le bouton est réfuté par la fleur. Réfuté, enfin, nié, négation. À l'apparition du fruit également, la fleur est dénoncée comme un faux être-là de la plante. Alors, ça, faux être-là, ça c'est typiquement la philosophie allemande qui agglutine comme ça des mots, ce qui rend les traductions extrêmement complexes. Donc, à l'apparition du fruit également, la fleur est dénoncée comme un faux être-là de la plante, et le fruit s'introduit à la place de la fleur comme sa vérité. Ces formes ne sont pas seulement distinctes, mais encore chacune refoule l'autre, parce qu'elles sont mutuellement incompatibles. Il ne peut pas y avoir simultanément le bouton, la fleur, le fruit. Ou alors là, c'est qu'il y a un dérèglement, ce qui peut aussi arriver aujourd'hui, mais il y aurait un problème. Mais en même temps, leur nature fluide en fait des moments de l'unité organique dans laquelle elles ne se repoussent pas seulement, mais dans laquelle l'une est aussi nécessaire que l'autre, et cette égale nécessité constitue seule la vie du tout. Et ce sont des étapes de développement aussi. Ce sont des étapes de développement. Oui. Ce sont les étapes du développement, du devenir. C'est-à-dire, si on veut avoir un fruit, il faut passer par la fleur, par le bouton. Mais voyez comment, quelque part, le bouton donc, est dépassé par la fleur et la fleur par le fruit, mais quelque part, le bouton est toujours là. Enfin, il y a une trace. Enfin, c'est comme pour la vie humaine. Tout se transforme, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On n'est pas très loin du principe de Lavoisier, simplement là, bon, c'est fondé de manière métaphysique à partir de cet être, non-être et devenir, qui va être vraiment le cœur de l'explication de toute sa... Mais qu'est-ce qu'il en fait du fruit après? Il en parle? Et vous connaissez pas le processus de la graine? Qu'est-ce qu'elle devient le fruit, bon évidemment on peut le manger, mais s'il reste sur l'arbre, il va pourrir, les graines vont tomber dans la terre. C'est cyclique, Enfin, ça c'est... Vous n'avez jamais planté des noyaux d'abricotiers en disant, ou de cerisiers, et ça marche des fois. Bon. Donc, je trouvais que cet exemple, bon, sans s'attacher à l'exemple en tant que tel, c'est une bonne illustration. C'est pas une preuve, comme dit Hegel, je n'ai pas de preuve, mais je peux vous donner des exemples, des illustrations. Bon, alors,
Autre exemple hyper connu chez Hegel, à un autre niveau que le bouton la fleur, c'est la fameuse dialectique du maître et de l'esclave. Ouais, ça, c'est assez connu. Nous sommes en présence de deux adversaires, de deux hommes. Le premier accepte de risquer sa vie. Il accepte la mort, il se nie lui-même en tant qu'existence, et le second, non. Dans un premier temps, le premier devient le maître du second, qui devient l'esclave. Dans une deuxième étape, le maître devient dépendant de l'esclave. L'esclave reconquiert sa liberté par son travail, et le maître devient l'esclave. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des systèmes, maître-esclave, bourreau-victime, parce que par cette dialectique, eh bien, là il y a une sorte de renversement. Mais c'est un enchaînement sans fin, explique Hegel, à moins que la raison objective, on verra tout à l'heure ce que c'est, mette un terme à cet affrontement et trouve enfin une conciliation où il n'y aurait plus ni maître ni esclave. Et c'est ça quelque part ce qui pour Hegel une sorte de fin de l'histoire, d'aboutissement de l'histoire, d'accomplissement de l'histoire, où il n'y aurait plus ce processus dialectique, d'enchaînement, d'exploitation et d'exploiter, d'exploitant et d'exploité, où il y aurait donc, mais là c'est vraiment quelque chose à venir, ou une conciliation à un niveau suprême. C'est la raison pour laquelle Marx va s'inspirer de la dialectique hegelienne, mais évidemment, il va totalement la transformer, puisqu'il va la situer dans un contexte matériel, matérialiste, de rapport de production, enfin, en faisant de l'économique le processus, justement, du devenir et dynamique. Mais il s'inspirera du processus dialectique. Alors, il explique Hegel un petit peu cette dialectique du maître et de l'esclave. Il dit, si le maître est courageux, même si le maître est courageux, il n'en reste pas moins qu'à force de se faire servir par l'esclave, il finit par dépendre de lui, au point de devenir peu à peu l'esclave de celui-ci par paresse. Et à l'inverse, même si l'esclave est peureux et préfère se soumettre au maître plutôt que mourir, il n'en reste pas moins qu'à force d'obéir et de travailler pour celui-ci, il finit par acquérir une discipline et un savoir-faire qui font de lui le maître du maître. Voilà, donc c'est un mouvement, en fait, qui va nous mener du fini vers l'infini. C'est-à-dire, la perspective de Hegel, c'est que par ce processus dialectique, on va aller, enfin, l'humanité va aller d'un entendement limité vers la raison totalement libre. La raison libre, c'est-à-dire là où il y a conciliation suprême des opposés, où le processus finalement s'arrête, parce qu'il n'y a plus d'antagonisme, il n'y a plus d'opposition. Donc là, c'est la libération en fait, de l'humanité et la fin de l'histoire. C'est pour ça qu'aussi, vous voyez qu'il est source d'inspiration pour beaucoup de monde, le fameux historien Fukuyama, qui avait fait tant parler de lui il y a une vingtaine d'années, avec sa fin de l'histoire, d'une certaine manière, c'était inspiré de la vision hegelienne. Donc, un mouvement du fini vers l'infini, de l'entendement limité vers la raison libre, de la différence vers la conciliation. Et l'entendement doit être conduit par la raison pour pouvoir se surmonter. Donc, c'est encore une époque où on fait confiance, une confiance totale à la raison et à l'entendement humain.
pour dépasser les contradictions. Alors, on reviendra sur cet aspect-là de fin de l'histoire tout à l'heure, parce qu'évidemment, c'est un point qui peut se critiquer et discuter. Il y a la morale aussi. Bon, là, c'est kantien, mais la place du sens moral, de la morale, c'est très important. Il y est dans Hegel. Hein. Ah oui, oui. Alors justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. On va étudier la structure de l'encyclopédie des sciences philosophiques, puisque en 1830, donc vous voyez, très peu avant sa mort, un an avant, il publie l'encyclopédie des sciences philosophiques. Hein, c'est chez nous aussi, hein, on a nos encyclopédistes, hein, Diderot, d'Alembert, hein, et Hegel va publier cette encyclopédie des sciences philosophiques qui est en fait le plan de son système, de l'ensemble de sa vision, et c'est sa dernière œuvre, disons c'est son testament, hein, son œuvre testamentaire. Donc elle va rassembler tout le système de sa pensée, et elle va s'organiser autour de 3 grands cercles qui sont la logique, la nature et l'esprit. Logique, nature, esprit. Pour résumer. Donc, cette encyclopédie c'est extrêmement rationnel, hein, comporter 3 grandes parties: logique, philosophie de la nature et philosophie de l'esprit. C'est les 3 grands tomes de l'encyclopédie des sciences philosophiques. Dans chacune de ces parties, il y a 3 œuvres. Dans chaque œuvre, 3 livres. Dans chaque livre, 3 parties. Et dans chaque partie, 3 chapitres. Enfin, montrer que ce système ternaire, il va l'appliquer de manière systématique. Puisque, et c'est pas simplement une question de forme, hein, bien compris, c'est vraiment pour lui le processus, le système de devenir, de structure du réel. 1, 2, 3. Donc c'est pas simplement une méthode d'exposé. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle thèse, antithèse, synthèse, on a un petit peu caricaturé et fossilisé un peu le système, puisque c'est surtout une méthode d'exposition qu'on apprend, mais ça n'a pas grand-chose à voir en fait avec le processus justement vivant de la pensée qui est en train de se dérouler. Alors, puisque, j'insiste, ce ternaire ne fait qu'épouser le caractère ternaire du devenir lui-même. Hein, donc c'est une pensée qui est en train de se dérouler. Alors, le premier élément, la logique. Enfin, première grande partie, la logique, qui va traiter de la pensée pure. C'est le point de départ. C'est là où on va trouver la première réflexion sur l'être, le non-être et le devenir. C'est la partie qui va correspondre à l'affirmation, à la thèse, la logique, et qui va s'ordonner en 3 parties: l'être, l'essence et le concept. Être, essence et concept. Alors, j'ai choisi de ne pas trop développer cet aspect-là pour pouvoir davantage développer les autres parties qui sont quand même plus concrètes. Donc, je vous les cite pour mémoire, enfin pour... si vous voulez avoir les informations sur l'être, l'essence et le concept, il faut lire la logique.
Qui a soufflé? Tout le monde. Tout le monde. Bon. Alors, la logique, il le définit lui-même, hein. La logique doit être conçue comme le système de la raison, comme le royaume de la pensée pure. Voilà, là, on est dans, par analogie, dans l'être, hein, la pensée pure. Ce royaume est celui de la vérité, telle qu'elle existe en soi et pour soi, sans masque ni enveloppe. C'est pour ça qu'on parle de pur. Ça rappelle des éléments de Kant, hein, critique de la raison pure. Pure. On va chercher les éléments les plus purs, les plus unitaires, les plus originels, hein, possibles, les plus primordiaux, ceux que Kant appelle ceux qui sont a priori. C'est voilà, on les pose, on ne peut pas les prouver, mais ils sont là. Et il y a une certitude que ces éléments sont là. Donc on va poser l'être, hein, avec cette logique. Donc une vérité sans masque ni enveloppe. Après, masque et enveloppe, ils vont venir, mais pas dans ce premier temps, hein, de notre valse. Il s'agit de repenser la pensée dans sa pure intériorité abstraite. Là, ça s'inspire de la démarche kantienne. On va chercher les catégories de l'entendement, les fondements qui structurent la pensée et avec lesquels chacun arrive au monde. C'est comme une sorte de matrice, d'éléments, de fondements qui vont ensuite se remplir, mais qui sont là comme des structures. Moi, ça me rappelle un peu la notion d'archétype de Jung. On avait bien fait la différence entre ce que sont les images archétypales. Donc là, il y a de l'image, hein, l'image de la déesse, du père, mère, de l'enfant, enfin, qui sont des images archétypales, et ce que Jung appelle l'archétype, qui est encore plus en amont, hein, qui est plus métaphysique, qui est en creux en fait, qui est une matrice vide, mais structurante. Et dans lesquelles après, la matière, les éléments, les images vont s'y mettre, et vont, effectivement, là, on va avoir des catégories après, d'images archétypales. Bon. Mais il ne faut pas confondre image archétypale avec archétype, parce que sinon, on peut devenir prisonnier de l'image archétypale. Dire, oh là, bon, là, on va chercher à mettre dans des catégories, alors qu'au niveau de l'archétype, enfin, et de cette pure pensée intérieure abstraite, c'est justement, c'est très métaphysique, mais il n'y a pas de risque de devenir dépendant ou esclave de quelque chose de trop concret. C'est difficile parce que c'est métaphysique et on n'a pas forcément, disons, ces catégories mentales forcément à disposition, on ne les a pas forcément beaucoup développées, mais c'est la condition pour accéder à la liberté. Parce que tant qu'on est dans des choses plus concrètes, plus imagées, plus on peut être dépendant de cela. Et c'est toujours le risque ensuite de systématiser ou de catégoriser des choses sans être allé, sans être monté un peu plus en amont. Ça va? C'est compréhensible ce que je raconte? Il n'y a pas plus haut, disons, comme catégorie métaphysique, quoi. La pure pensée. Et aussi bien Kant que Hegel, mais aussi après les phénoménologues, vont continuer ce travail d'aller essayer de capter les fondements même de la pensée, dans leur pureté, leur abstraction la plus grande. Ça a quelque chose à voir avec les idées formes? Les idées? Les idées formes. Oui, bien sûr, ça a à voir. Avec les archétypes ou
modèle platonicien. Pourquoi, par exemple, Platon disait, bon, il y a l'idée du beau, du bon, du juste. Ça, c'est les idées. Mais il disait, mais au-dessus, il y a encore autre chose, qu'il appelait l'idée du bien. Et évidemment, comme c'est très abstrait, il avait donné une image, qui est l'image du soleil. Dans le mythe de la caverne, quand on sort de la caverne, il y a le soleil. Pour quand même donner un exemple, une image. Mais normalement, cette idée du bien, le bien, c'est l'archétype. En fait, c'est une structure vide, mais structurante. Donc, avec la logique, on est là. Explorer la pure intériorité, la pensée première, la pensée primordiale. Il va y avoir donc la négation de cette intériorité, c'est le deuxième temps, l'extériorisation de la pensée, son déploiement vers l'extérieur, et c'est ce qui va nous donner le deuxième grande partie, qui est la philosophie de la nature. La nature. Pourquoi la nature, ce serait le non-être? Alors, c'est le non-être, attention, il faut prendre le non-être comme l'idée de négation, c'est-à-dire d'opposition. Et s'enlever les images qu'on peut avoir du non-être comme néant, nihilisme, etc. C'est non-être. Voilà. Donc il y a l'être et le non-être. C'est la négation. Mais on a vu tout à l'heure que être, si on veut arriver à l'être pur, absolu, et qu'on lui enlève toutes les qualités, finalement c'est le non-être. Voilà, ça va. Mais c'est clair, mais La nature, c'est tout ce qui n'est pas l'esprit. Ah, de toute façon, l'esprit, il est partout. L'être est partout, puisque... Mais on va voir ce qu'il entend par philosophie de la nature. Ah, attention, là c'est pareil. Philosophie de la nature, c'est pas les petites fleurs, c'est pas la nature. C'est lunaire. Mais ça va être le passage obligé. Le passage obligé de l'esprit, de l'être, pour qu'ensuite cet esprit puisse revenir à lui-même, qui est un processus de nouveau d'intériorisation, à un autre niveau, qui est la troisième partie, la philosophie de l'esprit. Comment on peut la définir, cette nature C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir après la pause. Bon, en principe, à midi, c'est fini, mais... Alors, donc, la première partie, la logique. Vous avez bien compris que c'était l'exploration de la pensée dans sa pureté, son intériorité initiale. Cette pensée pure va rencontrer donc ce qu'il va appeler la nature. Donc c'est la deuxième partie de l'encyclopédie, la philosophie de la nature, qui représente donc l'antithèse, et qui va être organisée autour de 3 visions de la nature, tout est en 3, vous avez bien compris, mécanique, physique et organique. Mécanique, physique et organique. Alors, je vais vous donner simplement les intitulés des subdivisions, parce que je voudrais qu'on développe davantage la philosophie de l'esprit, où il va donner pas mal d'exemples. Alors, mécanique, par exemple, nature mécanique, on va être, là aussi, avoir une subdivision en 3, espace et temps, matière et mouvement, et mécanique absolue. Bon, c'est pour vous donner l'exemple de comment il subdivise cette vision mécanique de la nature. Espace et temps, matière et mouvement, et le 3e terme, donc de résolution, mécanique absolue. Pour la physique, disons que je passe rapidement, c'est l'individualité générale, individualité particulière
et individualité totale. Vous voyez, il y a toujours cette idée, dans le troisième terme, dans la notion d'absolu ou de total. Mais qui est passé, hein, c'est le dépassement, hein, l'abolition et le dépassement des deux. Individualité totale. Et enfin, organique, ça c'est plus simple, pour la nature organique, il va reprendre les 3 premiers règnes qu'on trouve dans la nature, donc minéral, végétal et animal. Donc, il faut bien... Donc, la thèse, c'est l'intériorité de la logique. Hein, la thèse, c'est l'intériorité de la logique. L'antithèse, c'est l'extériorité de la philosophie de la nature. Et cela débouche sur donc, la synthèse, qui s'appelle, donc la 3e partie, philosophie de l'esprit. Donc c'est à cela qu'on va s'attacher maintenant. Philosophie de l'esprit. C'est-à-dire, vous voyez, c'est en même temps un cycle. C'est-à-dire, philosophie de l'esprit, c'est la pensée qui revient à l'intériorité, mais elle ne revient pas à l'identique, puisqu'elle est passée par une phase d'extériorisation avec la nature. Avec la logique, c'est la pensée pure, passage par l'extériorisation avec la nature, et là on revient à l'intériorité, mais sur un autre plan. Un plan, disons, supérieur. L'esprit revient à lui-même enrichi. Et là, c'est toute son explication de l'histoire qui est pour lui un processus qui fait que l'esprit revient à lui-même, mais enrichi de toutes les expériences donc historiques, c'est-à-dire à la fois artistiques, religieuses, scientifiques, etc. C'est un retour de l'esprit à lui-même, mais une fois qu'il est passé par toutes les confrontations avec l'histoire, avec ce qui se passe dans l'histoire. Donc, cette philosophie de l'esprit, c'est sa synthèse. C'est la synthèse du système, c'est l'ultime synthèse du système. Comme il l'explique, l'esprit est d'abord libre, mais en puissance. Là, il reprend un élément aristotélicien. L'esprit est libre en puissance, mais il faut qu'il le devienne en acte. Ça, c'est un schéma aristotélicien, la différence entre ce qui est en puissance et ce qui est en acte. C'est-à-dire, ce qui est en puissance, c'est-à-dire ce qui est potentiel, et ce qui est en acte, c'est-à-dire ce qui se réalise, se concrétise. Donc, l'esprit est d'abord libre en puissance, il devient libre en acte, dans la mesure où il s'engage dans la nature pour y agir effectivement, donc réellement. Il y a vraiment besoin... Parce qu'on pourrait dire, bon, mais cet esprit, il est parfait, il est pur, il est absolu, il a besoin de rien d'autre. Si, il a besoin du passage, de la confrontation avec la nature, c'est-à-dire avec l'extériorisation, c'est-à-dire avec la concrétisation, pour pouvoir revenir à lui-même enrichi. C'est un système d'accomplissement. L'esprit du départ n'est pas accompli. C'est pour cela, bon là je fais une petite parenthèse, qu'il considéra par exemple que le christianisme, avec le système du Père, Fils, Saint-Esprit, mais aussi avec le processus d'incarnation concrète du Père à travers la personnalité historique du Christ, est un exemple d'une religion qui est arrivée à son accomplissement. Parce qu'il y a les 3 termes. Bon, je reviendrai tout à l'heure par rapport à la religion. Donc, l'esprit, il est d'abord en puissance, et s'il veut être en acte, il est obligé de passer par le deuxième élément. Alors, l'esprit a une histoire métaphysique, et donc, il va y avoir 3 étapes, 3 moments dans cette philosophie de l'esprit. L'esprit subjectif, l'esprit objectif et l'esprit absolu. Donc les 3 étapes dans la philosophie de l'esprit, c'est l'esprit subjectif. Alors attention, subjectif,
Hein, c'est pas la subjectivité qu'on entend dans le langage courant. Je vais vous le définir. Esprit subjectif, esprit objectif et esprit absolu. Alors, l'esprit subjectif, c'est l'esprit à son premier niveau, c'est-à-dire l'esprit tel qu'il est lorsqu'il émerge de la nature pour revenir à soi. C'est la première étape du retour à soi de l'esprit après son passage par la nature. Là, vous vous rappelez, la logique, il y a l'esprit pur, passage par la nature, hein, c'est la confrontation, donc avec le minéral, végétal, animal, hein, donc cet esprit s'exprime de manière concrète, et ensuite il y a le retour, donc dès que l'esprit sort à nouveau de la nature pour revenir à lui-même, c'est l'esprit subjectif. Cette émergence, elle comporte à son tour 3 niveaux, je vous les cite simplement: l'âme, la conscience et la raison, qui sont des termes assez courants, mais lui il les définit de manière très précise. Cet esprit subjectif, donc, qui est la première étape de la philosophie de l'esprit, c'est l'âme, la conscience et la raison. C'est-à-dire âme et conscience, en âme et conscience. C'est les deux premiers termes, âme, conscience, et le troisième terme, c'est la raison. Et quand on dit « faut raison garder », qu'est-ce qu'on veut dire par là? Tout ce qu'on veut. On peut l'interpréter parce que vous voyez bien ces termes, c'est pour ça que il redéfinit tout, parce que âme, ça peut s'entendre de 10 000 manières, la conscience, n'en parlons pas, et la raison, pareil. T'as 10 000 manières de la raison raisonnante, rationnelle, jusqu'à la raison intuitive, imaginative. Et même Descartes employait la raison de manière très, très large par rapport à ce que ça a pu devenir après. Donc, raison gardée, je ne sais rien, on peut l'interpréter comme on veut. Juste mesure, juste milieu, évitons les excès, enfin bon, voilà. Donc, disons que donc, les 3 expressions de l'esprit subjectif, âme, conscience, raison. Et on va le retrouver dans un certain nombre de disciplines, qu'il va donc expliquer, puisqu'il faut aussi faire le lien avec les disciplines du savoir. L'âme, il va la relier à l'anthropologie, donc à la discipline anthropologique. La conscience à la phénoménologie de l'esprit, et la raison à la psychologie. Donc on a les 3 sciences humaines, anthropologie, phénoménologie de l'esprit et psychologie, qui sont associées à ces 3 s'emboîtent, sous-éléments de l'esprit subjectif. Alors, ensuite on a l'esprit objectif. L'esprit objectif, qui est la présence objective d'une volonté collective. Donc là, cette fois, il y a vraiment la confrontation avec le collectif. Et c'est le passage à la raison collective et de la société. Là, on va rentrer dans des éléments sociétaux, collectivité humaine. Donc, cet esprit objectif façonne le monde extérieur et il va se manifester sous la forme, encore une fois, ternaire, bien sûr. Il va se manifester sous la forme du droit, le droit. Donc là, tel qu'on entend le droit, c'est-à-dire tout le système des contrats juridiques, les lois, etc. Les institutions juridiques. La morale, en deuxième terme, donc tout ce qui va donner sens aux contrats, aux pactes, notamment la moralité juridique. Et le troisième terme, c'est l'éthique, la moralité supérieure, c'est-à-dire au-delà des différences de culture, d'institutions, de pays. Y a-t-il une éthique supérieure qui chapeauterait à la fois le droit et la morale?
Là, on est encore assez proche de Kant qui, par rapport au fait de fonder une éthique universelle, se demandait quelles pouvaient être les maximes de nos actions. Et il était aussi arrivé à cette idée que la maxime de ton action puisse toujours être érigée en loi universelle. Fais en sorte de toujours considérer l'homme jamais comme un moyen, mais comme une fin. Toujours cette idée de faire abstraction des différences de culture, des différences de moments historiques, pour déceler des éléments a priori, ou vraiment universels, qui puissent orienter l'action. Où là, on ne puisse pas avoir aucun doute sur le fait que c'est ça qu'il faut faire. D'où la notion de devoir, de bonne volonté chez Kant. Et avec Hegel, on est assez proche de cela. Vous voyez, le droit, on sait très bien que les droits sont différents d'un pays à l'autre. Donc on est encore dans quelque chose d'un peu de pas universel. La moralité juridique, pareil. Par contre, avec l'éthique, c'est-à-dire la moralité supérieure, là on peut toucher à quelque chose de plus universel, que tout le monde puisse y adhérer. C'est la synthèse. Oui, c'est la synthèse. Toujours quand il y a les trois éléments, c'est 1, 2, 3, c'est thèse, antithèse, synthèse. Donc ce troisième niveau est fait de tout l'ensemble des lois, des institutions politiques, des mœurs, des règles qui structurent une société. Et simplement pour donner un exemple, cette éthique, elle va se subdiviser donc de nouveau en 3, où il va déceler, premier niveau, la famille, qui est le lieu où s'élèvent les êtres individuels par le biais de l'éducation, c'est-à-dire premier lieu d'éducation des individus. Le second niveau, c'est la société des citoyens, en tant que système organisé d'individus qui sont associés pour satisfaire leurs besoins, essentiellement les besoins économiques, les besoins sociaux, c'est la vie économique, donc, oui, politique. Et le troisième niveau, donc famille, les citoyens, troisième niveau, très important évidemment pour Hegel, toujours le troisième niveau est essentiel, c'est l'État. L'État qui est pour lui l'aboutissement du développement historique tout entier. Ça fait un peu pétainiste ça. Famille, patrie, non Oui, il avait rien Donc, l'État est pour lui la synthèse de la famille et de la société civile. L'État. Synthèse de la famille et de la société civile. Il faut aussi se rendre compte que sa réflexion sur l'État est très très approfondie et a inspiré toute l'époque de la formation des États-nations. Avec la mondialisation, il y aura du mal à rester éternel. Oui, c'est-à-dire que on sait que les États-nations aujourd'hui sont en décrépitude, destruction totale. Donc effectivement, il y a des nouvelles formes qui vont probablement voir le jour, mais en attendant, nous sommes sur les restes de ces États-nations. Mais lui avait une très grande confiance dans cet État, mais faire attention aux mots, parce que dans la vision hegelienne, l'État, c'est pas simplement une structure politique, c'est une réalité métaphysique. C'est que c'est une essence, c'est une réalité métaphysique où toutes les différences des individus, des citoyens, peuvent être à la fois dépassées et abolies, c'est-à-dire trouver une unité. C'est pour ça que c'est une réalité métaphysique, qu'aucun système politique ne va reprendre à son compte, puisque ce n'est pas simplement une structuration des individus ou une organisation politique. C'est métaphysique. L'État a une finalité métaphysique et pas seulement économique. C'est à tout petit niveau ce qu'on voit aujourd'hui avec les réflexions sur l'Europe. Est-ce que l'Europe est une réalité métaphysique ? Économique? Est-ce que c'est simplement avoir l'euro? Ou est-ce qu'il y a une réalité métaphysique à l'Europe? Est-ce que les fondateurs de l'Europe
avait un rêve ou une vision métaphysique de l'Europe. Est-ce qu'elle s'est perdue et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Enfin, c'est une bonne réflexion, voir les éléments d'unification, à partir de quoi ils se font. Donc pour lui, c'est l'État qui garantit que l'histoire universelle accomplira sa vocation finale, à savoir l'actualisation de la liberté. Puisque nous sommes dans la période des révolutions, françaises, américaines, donc la liberté est toujours au cœur quand même des réflexions politiques, et pour lui c'est un État fondé sur la participation des citoyens. Voilà pour l'esprit objectif. Troisième et dernière étape, qui est la synthèse de la synthèse, c'est l'esprit absolu. Esprit subjectif, esprit objectif, subjectif, objectif et absolu. Donc, l'esprit absolu, c'est l'esprit qui, à travers moult expériences historiques, revient à son intériorité, mais plus riche, plus profonde. C'est-à-dire que le point de départ subsiste, la nature est toujours là, mais dépassée, sublimée. C'est toujours l'idée de contradiction dépassée. Et donc là, on va avoir trois grands mouvements. L'art comme étant la thèse donc de l'esprit absolu, la religion, et enfin, la philosophie. Donc, art en tant qu'affirmation, religion en tant que négation, ou être et non-être, thèse, antithèse, et la synthèse, la philosophie. Alors, c'est ça que je vais développer un petit peu, ces grandes étapes. L'art. L'art est pour Hegel une représentation extérieure de l'absolu. Donc, vous voyez, dans les mouvements ternaires, le premier est parfois l'intérieur, le deuxième l'extérieur, et parfois c'est l'inverse. Là, avec l'art, la religion et la philosophie, on commence par l'art qui est l'extériorisation, une représentation extérieure de l'absolu. Et il va écrire tout un livre, tout un ouvrage sur l'art qui s'appelle Esthétique. L'esthétique. Donc, il va beaucoup s'intéresser. Donc, l'art est une représentation extérieure. La religion, c'est le contraire. L'absolu devient une expérience intérieure. Ça peut se comprendre. L'esprit intérieurement vécu. Et la synthèse, c'est la philosophie qui saisit l'absolu par la pensée pure. C'est-à-dire que là, on revient à la pureté initiale de l'esprit, mais enrichie de toutes les expériences de la nature et de l'art et de la religion. La philosophie, c'est l'esprit qui saisit l'absolu par la pensée pure. On revient au point de départ, mais évidemment pas à l'identique. Enrichi. Alors, l'art va se subdiviser en trois grandes étapes. Donc, là, c'est vrai que il va donner un certain nombre d'exemples ou d'illustrations qui méritent étude parce qu'au premier abord, ça peut sembler très, très critiquable. Je vous les donne, mais c'est vraiment source de réflexion. Trois grandes étapes dans l'art. Il explique qu'il y a d'abord l'art symbolique, celui de l'Orient et notamment de l'Égypte, où il va expliquer que dans cette première étape, la forme propre à l'art, ça va être l'architecture. Donc, les grands monuments qu'on connaît, les temples, les pyramides, et c'est là où, ça, je pense que ça peut vraiment se discuter, se critiquer, se réfléchir. Il explique que c'est toute une étape où il y a une certaine distance entre les dieux et les hommes.
Deuxième étape, ce qu'il va appeler l'art classique. Et là, vous pouvez imaginer quelle est la référence de Hegel pour l'art classique. Ça va être l'art grec. C'est-à-dire l'art grec où il y a une harmonie, une nouvelle harmonie qui s'installe entre Dieu et les hommes, où il y a une certaine absolue qui se perd et où c'est la mesure qui s'impose. La mesure, l'harmonie, bon, ça c'est quelque chose qu'on connaît bien avec l'art grec, où ce qui va dominer, c'est la sculpture. C'est-à-dire la sculpture. C'est plus l'architecture monumentale, mais la sculpture, où on commence à représenter de manière très prolifique les dieux. Et c'est vrai que l'art grec, beaucoup de représentations. Donc l'art classique. Et enfin la synthèse, représentée par l'art chrétien. Donc on a symbolique, classique, chrétien. Pourquoi l'art chrétien? Parce qu'il explique qu'il y a une transcendance qui transparaît à travers la représentation. Donc là, c'est vraiment l'application, l'illustration du ternaire. On a un art absolu, on va dire, dans l'art symbolique. Un art qui intègre la nature, les proportions du corps, par exemple. On voit bien dans l'art grec, les statues de Praxitèle et autres. Bon, c'est harmonieux. Donc, la mesure, l'homme mesure de toutes choses un peu, à Protagoras. Et puis, la synthèse, c'est-à-dire un absolu qui s'exprime à travers une représentation concrète, dont l'art chrétien. Et là, les arts caractéristiques, ce seront la peinture, la musique et la poésie. Bon, alors évidemment, ça peut paraître un peu schématique, mais il faut, creuser un petit peu, parce que, disons qu'il y a des arguments à tout cela, même si c'est pas, évidemment, aussi... La poésie, c'est la synthèse, alors? Non, la synthèse, c'est à la fois la peinture, la musique et la poésie, les trois arts. Il y a une hiérarchie dans ces trois trucs ou pas? Non. D'accord. Ah, dans les peinture, musique et poésie, oui. Il y a un hiérarchie. Peinture, musique, poésie, toujours 1, 2, 3. Il met la peinture en premier. Donc la poésie serait la synthèse. Peinture, musique, poésie. Alors évidemment, tous les peintres ne sont pas contents, les musiciens non plus, il n'y a que les poètes qui sont... Bon. Et enfin, l'esprit... Enfin, non... Deuxième élément, donc là on a vu l'art, donc symbolique, classique et chrétien. Deuxième, donc l'antithèse, la religion. Donc on a art, religion, qui là représente un effort d'intériorisation, puisque là on a un état intérieur qui s'élève jusqu'à Dieu. Où il va, là aussi, ils ont répertorié les différents types de religions aussi. Donc là, c'est un peu comme pour l'art, les religions les plus archaïques, les religions classiques, et puis la troisième religion qui est pour lui le christianisme, qui représente une sorte d'aboutissement, d'accomplissement de l'esprit religieux de l'humanité. Alors ça, je viendrai tout à l'heure en conclusion, ça me semble être l'élément évidemment le plus sujet à questionnement. Puisque là, c'est vrai qu'on a un système un peu qui s'arrête à un moment donné, qui donne pas une perspective d'avenir. Alors, troisième étape et dernière, donc qui n'est pas pour nous déplaire, c'est la philosophie. C'est la philosophie, donc comme synthèse de l'art et de la religion, pour arriver à donc la philosophie en tant que questionnement sur les causes. Donc là, c'est l'esprit qui revient à son état absolu.
La philosophie considère comme nécessaires les étapes antérieures du développement, l'art et la religion, mais elle les dépasse et les parachève. La philosophie est un parachèvement ou un accomplissement de l'art et de la religion. La raison se couronne elle-même. Voilà, donc une humanité philosophe. Donc, voilà la structure de l'encyclopédie des sciences philosophiques qui culmine donc avec la philosophie. Et donc ce système était pour Hegel une façon de parachever la signification de l'histoire universelle de l'humanité. C'est-à-dire chaque étape de l'histoire de l'humanité correspondait à un de ces éléments du devenir. Alors, on va rester concentrés. Les personnes qui achètent les CD vont se dire à Marseille, il y a tout le temps des manifestations. Mais pourquoi il y a des manifestations ce matin? C'est les fonctionnaires. Parce que l'État-nation est en train d'avoir quelques dysfonctionnements, quelques problèmes, l'État-providence, n'est-ce pas? Donc, c'est... Voilà. Alors, dernier élément que je voudrais simplement traiter, parce que c'est assez connu chez Hegel, c'est la philosophie de l'histoire. C'est-à-dire... Dans la philosophie, il y a 3 étapes. Oui, je ne vais pas les donner là, mais... Je les donnerai, parce que là ça va... C'est assez abstrait. La philosophie de l'histoire, puisque... je vous ai dit, Hegel s'intéresse évidemment beaucoup à l'histoire, et la réflexion historique est au cœur de sa réflexion. Donc la destinée humaine comme accomplissement de l'histoire. C'est-à-dire l'histoire, l'esprit pour s'accomplir a besoin de l'histoire. C'est le processus du devenir. Et cette histoire, elle va utiliser un certain nombre de personnages, on va appeler les grands personnages historiques, pour s'exprimer à travers eux. C'est ainsi qu'il va expliquer l'existence de grands personnages. Alors il cite Alexandre le Grand, Napoléon évidemment, qui est à l'époque grand personnage européen, pour dire que ces grands personnages historiques sont en fait des canaux utilisés presque à leur insu par l'esprit, par les idées. On dit les idées mènent le monde. C'est une phrase de Hegel, les idées mènent le monde. L'esprit qui cherche à s'accomplir. Et donc, ces grands personnages qui veulent faire des empires, qui ont une vision, sont, je dirais presque à leur insu, utilisés par l'esprit qui cherche à s'accomplir à travers l'histoire. Donc ça donne une autre vision de ces personnages qui, bien entendu, peuvent être totalement imparfaits et avoir des personnalités tout à fait même violentes ou dont on ne peut pas plus considérer qu'elles sont parfaites, mais qui jouent un rôle dans la dynamique historique. C'est-à-dire qu'en fait, après eux, on ne peut plus penser l'histoire de la même façon. Des choses un peu irréversibles. C'est très réducteur. C'est-à-dire de les voir comme des agents actifs de l'histoire. Non, je crois que c'est pas réducteur. C'est les considérer pas simplement au niveau de leurs actions, de ce qu'ils étaient d'un point de vue personnel, mais comment ils ont pu se hisser, disons, à un certain niveau pour être les canaux justement de l'esprit. C'est pas parce qu'il fallait être quand même au niveau.
et faire des choses peut-être même sans les comprendre, mais à partir d'une vision. Quand on prend Alexandre le Grand, ce jeune homme qui a une vision d'universalité, de confrontation, de faire un empire qui intègre le monde grec et le monde de l'Orient, enfin, et qui va créer par exemple dans l'art des courants tout à fait novateurs. Et c'est vrai que même si son empire ne lui survit pas, parce qu'après il y a un éclatement, il va avoir un rôle essentiel dans le domaine politique, dans le domaine des mentalités et dans l'art par exemple. Aujourd'hui on peut admirer les œuvres du Gandhara, par exemple, et les représentations du Bouddha à la manière grecque. C'est absolument fantastique. Bon, Napoléon, on peut évidemment critiquer ou voir les différentes étapes de sa vie. Il n'empêche que il nous a laissé énormément de choses, et pas simplement Charlemagne, Clovis, les grands personnages. Donc, il les étudie pas simplement comme des humains, comme les autres, donc critiquables comme les humains, mais avec une mission qui en même temps les dépasse. Une mission qui les dépasse. Voilà, c'est ce qui les dépasse qui me gêne. Voilà, mais ce qui les dépasse, c'est l'esprit absolu, puisque toute l'histoire est l'histoire d'un esprit absolu qui s'incarne et qui revient enrichi. Bon, c'est une chance. Alors, Hegel voit donc dans l'accomplissement de l'histoire la manifestation de l'esprit absolu. Hegel affirme un Dieu conçu comme un esprit infini se réalisant à travers l'histoire. Donc, un accomplissement de l'histoire comme la manifestation de l'esprit absolu. Il explique, la raison domine le monde, l'histoire universelle s'est donc aussi déroulée sous le signe de la raison. Ce sont les idées qui mènent le monde. C'est-à-dire que, en fait, dans toute l'histoire de l'humanité, rien n'est arrivé comme ça, de manière spontanée, par hasard. Tout a une explication. Et pour ça, il faut prendre évidemment un certain recul de quelques siècles pour comprendre. Et il explique que les personnalités de l'histoire universelle, c'est-à-dire ces grands personnages, sont utilisés par l'esprit universel pour la réalisation de ses fins. C'est-à-dire, c'est un peu presque des marionnettes, des jouets, utilisés par l'esprit pour la réalisation de ses fins, c'est-à-dire pour ce retour à l'esprit absolu. Ces individus de l'histoire universelle sont dans le monde les plus impressionnants. Ils savent ce qu'il y a à faire et leur action est la bonne. Les autres doivent leur obéir parce qu'ils sentent cela. Leurs paroles, leurs actions sont ce qui pouvait se dire et se faire de mieux. Alors, donc par rapport à Alexandre le Grand, on voit bien comment, par exemple, quand il arrive sur le bord de l'Indus, il n'est pas considéré comme un grand personnage de l'histoire. Comment aurait-il considéré Hitler alors ? Je ne sais pas. Oui, les grands systèmes totalitaires du XXe siècle. Voilà. Disons, ce qu'il faut bien voir, c'est que en cette fin du XVIIIe, il y a comme une brèche qui s'ouvre dans l'histoire, et il y a l'idéal de la révolution. Il y a un enthousiasme, il y a une certitude que l'homme va se libérer.
C'est préparé par Rousseau, Voltaire, tous ces philosophes des Lumières. Et c'est vrai qu'avec le recul, on peut se dire, mais quelle naïveté qu'un Kant, qui est quand même quelqu'un très posé, soit vraiment en état d'enthousiasme quand il apprend la prise de la Bastille, enfin la Révolution française. Et il y a quelque chose que je crois qu'on n'a pas encore bien étudié, une sorte d'ouverture, de brèche, où on voit un avenir, on peut voir un avenir radieux. Le contre-exemple va être donné par les idéologies totalitaires du XXe siècle, où là, il y a vraiment les pires, probablement les pires atrocités de l'humanité depuis le début de son histoire, puisque des millions morts, ça c'était jamais vu. Donc c'est pour ça que c'est une expérience si traumatisante. Le nazisme, mais aussi le stalinisme, mais le maoïsme, enfin disons. Je pense que l'étude d'Arendt est très éclairante à ce niveau-là sur la logique des systèmes totalitaires, qui est un détournement complet de la vision hegelienne de l'État-nation. Ah oui. Donc, nous sommes encore trop proches pour comprendre un peu la logique de tout ça, le pourquoi, et qu'est-ce que cela va... voilà. Il y a un aspect de négation, puisque là on a nié jusqu'à l'extrême la dignité humaine, la liberté humaine. Bon, aujourd'hui on voit une sorte d'éclatement de tout ça, parce qu'il y a des régimes qui continuent à être totalitaires, mais à plus petite échelle. Donc comme le disait Arendt, les systèmes totalitaires peuvent continuer, mais pas sous la même forme. Peut-être on ne connaîtra plus les expériences du XXe siècle. D'autres. Ce qu'on commence à voir avec un système de guerre larvée ou de guérilla dans beaucoup de pays du monde. Donc, mais on est dedans, donc c'est encore très délicat pour voir ce sur quoi ça va déboucher. Sauf sur le fait d'être extrêmement vigilant sur le fait de tellement imprégné de l'expérience du XXe qui a été totalement horrible pour l'humanité. Donc voilà, mais pour revenir à ces philosophes, Kant, Hegel et bien d'autres, qui ont vraiment cru à l'accomplissement de l'humanité et probablement dans un temps assez bref. Bon, et après, ça... Donc, voilà pour un peu quelques éléments de philosophie de l'histoire. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'il est le dernier à avoir donc essayé de construire un système, c'est vrai que le mot de système revient toujours à propos de Hegel, qui intègre à la fois l'homme, l'univers et Dieu, puisque évidemment cet esprit absolu, une autre manière de l'appeler c'est Dieu. Mais bon, comme Dieu est souvent associé à la religion, pas trop, mais c'est en tant que principe métaphysique, esprit absolu. Donc c'est la dernière grande tentative, et après il y aura les hegeliens, les anti-hegeliens, disons que son système va aussi être beaucoup critiqué. La plus grande critique qui va arriver à sa suite, c'est celle apportée par les positivistes, notamment avec Auguste Comte, qui vont être assez critiques vis-à-vis du système évidemment trop métaphysique pour eux de Hegel. Donc, c'est une œuvre monumentale, c'est puissance de travail incroyable, puisque son encyclopédie, il l'a écrite en quelques mois, donc c'est absolument incroyable. Et une postérité imposante, puisqu'il va fasciner quand même tous les philosophes qui vont venir après, qui vont ne cesser d'interpréter, de reprendre ses œuvres, quitte à les critiquer. Le principal reproche, point de vue qui peut lui être fait, c'est d'avoir construit un système
qui certes englobe tout, mais un peu clos sur lui-même. C'est-à-dire qu'il faut bien admettre que son développement dialectique trouve son sommet ou son achèvement à son époque. Ça s'arrête à 1830, quoi. Dans son pays et dans son œuvre. C'est-à-dire, le reproche qu'on lui a fait, c'est d'avoir développé une pensée sans avenir. Oui, c'est-à-dire qu'il est vrai qu'on le voit par exemple avec l'art. Dire que l'art chrétien est vraiment l'aboutissement, l'accomplissement, ou la religion, bien entendu. De dire que le christianisme est l'accomplissement de toute la religiosité de l'humanité, on peut quand même, chrétien ou pas chrétien, croyant ou pas croyant, se poser quand même la question. Donc, il est vrai que, comme c'est une volonté tellement aussi d'englober absolument toute l'histoire, ça reste, enfin, on reste peut-être sur notre fin, sur la suite. Ça sera peut-être le premier cercle du Vatican. Oui, alors, oui, c'est comme ça que j'aimerais le voir, on va dire. Le problème est que la vision d'Hegel n'est pas cyclique. Elle est dialectique, 1, 2, 3, mais à la fin, c'est vrai que c'est une vision quand même un peu linéaire. Et mon interprétation est qu'il a été tellement façonné par la religion chrétienne, justement, notamment par le protestantisme et par le christianisme, que je pense que ça l'a vraiment influencé dans cette vision d'une fin des temps. Donc, quelque part, d'une fin de l'histoire. Puisque je trouve son système extrêmement cohérent, enfin, extrêmement intéressant. Le seul reproche, c'est qu'effectivement, il s'arrête. Mais oui, il y a les hégéliens. De toute façon, il y a des hégéliens qui vont se charger, peut-être, de... Mais l'inverse d'Hegel, on ne voit pas trop ce que ça peut être, parce que ça peut être une déconstruction. Oui. Bon, on l'attend encore. On l'attend encore parce qu'il n'y a pas eu de mouvement, de courant philosophique qui puisse représenter. Oui, oui. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, ouais. Alors, ce qu'on peut répondre aussi quand on dit une pensée sans avenir, c'est qu'en fait, c'est quand même paradoxal et c'est faux, dans la mesure où depuis sa philosophie, depuis ses œuvres, depuis son époque, on ne parle que de lui. Tout le monde se définit soit pour, soit anti. C'est pour ça qu'il y a des grandes querelles, les hégéliens ou les néo-hégéliens et les anti-hégéliens. Donc, voilà. Il est encore au cœur aujourd'hui de certaines contraintes, notamment en France où sa pensée a eu évidemment de très grandes répercussions. Donc, moi ce que je vois, c'est que très simplement dans les pensées actuelles et notamment dans la science, enfin, dans la biologie, la physique ou même l'anthropologie aujourd'hui, il peut donner des clés vraiment intéressantes par rapport à cette idée du devenir. Puisqu'on est en train de faire aujourd'hui quand même des découvertes incroyables sur l'homme, sur le passé de l'homme, et toutes les sciences qui parlent des dynamiques des systèmes, la pensée systémique. Et la pensée systémique, la pensée globale aujourd'hui, a beaucoup à voir avec la pensée hégélienne. En ce sens, il y a vraiment une postérité vraiment intéressante, qu'on peut peut-être davantage voir dans les sciences, et dans les sciences dures ou les sciences humaines, qu'en philosophie, encore pour l'instant. Est-ce qu'on peut dire que c'est un incontournable ? Ah oui, il fait partie des philosophes incontournables, même si je dis son œuvre n'est pas évidente et assez aride. Il est un incontournable, comme Kant est un incontournable, comme Descartes est un incontournable, parce que ce sont les piliers de la philosophie moderne. Et après, vous savez ce qui se passe. Donc, eux, ils ont tout refondé à partir de Descartes. Descartes, Kant, Spinoza, Leibniz, Hegel. Bon. Après, on va encore avoir Husserl,
qui va fonder la phénoménologie, bon, et qui va donner Heidegger, mais bon, l'existentialisme aussi, mais qui est peut-être un sous-produit de la phénoménologie. Et ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les maîtres du soupçon, voilà, à la fin donc, du XVIIIe, qui vont inoculer le virus du soupçon, c'est-à-dire de déconstruire, enfin, au moins de critiquer tous ces grands systèmes. Et donc c'est là où on a Kierkegaard, Schopenhauer et Nietzsche. Freud aussi et Marx, dans un autre contexte, qu'on appelle aussi les maîtres du soupçon, et qui vont faire éclater un petit peu tout cela. Et c'est vrai que depuis ces maîtres du soupçon, on a une multiplication des courants philosophiques. On n'a plus du tout de pensée systémique comme celle de Hegel, et on a une multiplication de courants ou d'individualités qui prennent un morceau de l'un, un morceau de l'autre, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui un petit peu au XXe siècle en termes de philosophie, c'est-à-dire un éclatement comme en histoire d'ailleurs ou dans d'autres disciplines où il y a eu des grandes figures et où il y a une sorte de multiplication des courants et des écoles et des individus, mais plus autant de figures, comme ont pu l'être quand même Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, enfin des philosophes qui ont vraiment apporté quelque chose, et en rapport avec leur époque aussi. On est dans l'antithèse actuellement. Peut-être. Et la On va, peut-être. Pour les siècles à venir, parce que là on est vraiment... Oui. Dans l'antithèse, il y en a un qui est très important, dont on parle peu, parce qu'on ne le considère pas comme un philosophe, c'est Bakounine. Qui a écrit Dieu et l'État. Et c'est une tentative de déconstruction totale du travail d'Hegel. Bon, c'est peu lu, c'est peu connu, mais ça a été posé. Alors, il faut voir qu'est-ce que ça donne comme synthèse. Voilà la synthèse. Lui, il ne veut pas d'absolu. Et oui. Relatif et d'individuel généralisé. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est sûr qu'il y a des figures, mais est-ce que ces gens ne sont pas aussi, un peu comme le voyait Hegel, des jouets de tendances ou de formes mentales à un moment donné importantes pour exprimer. Bien sûr, voilà, c'est ça. Oui. Donc il n'y en a pas qu'un, disons. En général, justement, l'esprit utilise plusieurs personnages. L'hindouisme, d'ailleurs, Aurobindo les qualifie comme ça, c'est-à-dire les personnages historiques qui font dépasser l'humanité, il les appelle les vibuti, en dessous des avatars, en pensant à Napoléon, Alexandre le Grand, etc. Je trouve intéressant parce que, ça c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué, parce que c'est peut-être un peu osé, mais il est vrai que la métaphysique de Hegel, comme un peu celle de Kant aussi, fait penser à la métaphysique indienne, qui est une très très grande abstraction aussi, avec des concepts qui n'ont rien à envier à nos concepts orientaux. Donc il y aurait vraiment du travail de système comparé, de métaphysique comparée, parce qu'il y a des... Alors évidemment avec les termes sanscrits et qui ne sont pas faciles à traduire, parce qu'il y a une finesse, une complexité dans les concepts indiens tout à fait extraordinaires, mais il y a des parallèles à faire. Il y a des parallèles à faire, notamment dans la métaphysique hindoue. Oui. Mais ça, je crois que Hegel il parle de l'art oriental, mais il a une vision qui est un peu... Il serait à approfondir. Oui. L'esprit ou l'être. Qui cherche à s'accomplir. Et nous sommes, qui ne sommes pas des personnalités de l'histoire, enfin en tout cas, pas pour l'instant. Nous avons un rôle à jouer, puisque c'est par nous, à travers nous, que l'histoire se fait, n'est-ce pas ?
et donc aussi la responsabilité que nous avons d'être des bons canaux. Des bons canaux. Bon, ça va, je vois que vous êtes encore réveillés, donc ça, c'est super.